Et bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Libertarien. Alors, pas revue d'actualité, émission spéciale, la réponse libertarienne. J'ai trouvé ce titre. Je trouve qu'il est très bien, comme ça au moins on a un petit titre d'émission pour les prochaines fois qu'on répondra à d'autres personnes. Donc la réponse libertarienne à Philoxime en premier lieu, sur sa vidéo sur l'écologisme et les libertariens. Et ensuite, nous répondrons très rapidement à Eric Sadin, qui est d'un tout autre niveau, donc on va passer très vite sur lui. J'espère que vous allez tous très bien. J'espère que toi, Stéphane, tu vas bien. Tu vas m'accompagner ce soir pour justement lui répondre, puisque en plus, tu étais dans sa vidéo. Un petit extrait de toi et de Pierre-Antoine sur Feu, la chaîne Regard Libre. Donc, je pense que c'est tout à fait approprié que tu puisses lui répondre, comme tu l'as fait avec Viande Tiède. Oui, voilà, on va le prendre sous plusieurs angles. Bonsoir tout le monde et merci de l'invitation, Adam. Mais de rien, je t'en prie. C'est vrai que j'ai vu cette vidéo, j'étais là, bon. Je l'ai regardé une première fois, j'étais là, d'accord. Il va falloir qu'on fasse quelque chose. Je l'ai regardé une deuxième fois, j'étais là, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Et donc je t'en ai parlé, donc voilà, on est là ce soir. On va vous diffuser en fait la vidéo petit bout par petit bout. En fait, à chaque fois, c'est des moments que nous avons relevés comme intéressants pour y répondre. Alors on va pas vous diffuser toute la vidéo, ce serait beaucoup trop long. Donc, on va pas vous diffuser toute la vidéo, ce serait trop long, c'est pas intéressant. On va vraiment cibler certains passages que tu m'as donné, Stéphane, pour pouvoir donc répondre. Et moi, j'aurai sûrement quelques réflexions un peu plus générales à faire sur le sujet. Voilà. Donc, j'espère que vous êtes prêts. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Et on pourrait d'autant plus s'y attendre que les principaux représentants de ces théories dans le débat public ont généralement tendance à faire preuve d'une hostilité ouverte envers l'écologie en manifestant différents degrés de déni ou de minimisation des enjeux environnementaux ou climatiques. The majority do not. Voilà, donc le premier point, c'est donc ce soi-disant déni des enjeux environnementaux. Ouais. Donc qu'est-ce que tu as à dire, Stéphane, sur ce soi-disant déni que nous aurions sur ces enjeux ? Rapidement, je pense que le déni qu'on peut nous reprocher, il est en deux points. Je vais pas faire je vais rester rapide, hein. Il est, je crois que les gens qui voient un déni peuvent penser que parce qu'on est, en tout cas c'est mon cas et c'est le cas de beaucoup, on n'est pas favorable à la thèse comme quoi il y aurait un problème de CO2, hein, et qu'il y aurait une urgence climatique. Je fais très très simple. Chose que je pense effectivement on peut nier, ça oui, pour que de ce fait, on nierait les enjeux environnementaux, c'est le terme qu'il emploie, en général. Et là, je pense que c'est pas du tout le cas. En tout cas, c'est pas mon cas. Et je pense qu'au contraire, on a une vision des enjeux environnementaux qui, paradoxalement pour eux en tout cas, sont bien plus larges et je pense plus justes que la fausse thèse du CO2 et la fausse thèse de l'urgence climatique. Autrement dit, c'est pas parce qu'on conteste la vision que tout le monde a aujourd'hui de l'urgence climatique qu'on nie le fait que l'environnement puisse être un véritable enjeu et qu'il y ait de véritables réponses à y apporter. Alors, on pourra D'accord. et je pense qu'on y reviendra, on verra qu'est-ce que ça veut dire et quelles sont les réponses qu'on apporte, mais je pense qu'il y a une nuance importante et qui est typique de beaucoup de gens écolos, et je vois même ça chez des libertariens d'ailleurs, hein. Des gens qui, quand ils me voient contester les thèses de Greta, pour faire simple, me disent: «Ah, vous en avez rien à foutre de l'environnement». C'est pas vrai, c'est pas vrai. Déjà, moi, comme je t'ai dit, tu vois, je vais avoir des réflexions peut-être un peu plus générales. Euh, ce qui m'énerve un peu dans ce genre de vidéo, c'est qu'on avance des termes sans jamais réellement les définir correctement. C'est Et vrai, par exemple, environnement, moi j'aimerais bien qu'on me le définisse correctement. c'est vrai, c'est vrai. À quelle échelle et à quel niveau on se situe. Oui, Par c'est un exemple, mmh, moi, je suis environnementaliste. Je m'intéresse à mon environnement tout à fait. plus ou Non, moins mais proche, à tu as différents raison. niveaux, etc. C'est très juste ce que tu dis, c'est très juste. Ça fait partie de la réponse et ça fait partie de ma réponse. J'ai mis, je crois que j'ai posté un texte relativement long
à la fois sur la vidéo de viande tiède et je crois sur Facebook et je pense même que je l'ai foutu sur le post de Philoxine. Je vais le refaire plus ou moins de tête, mais c'est pas, l'idée est assez simple. Pour moi, l'écologie, c'est quelque chose que je dis depuis des années. L'écologie et donc la problématique environnementale, pour rebondir sur ton terme, d'abord, ça tient en 2 points. Le premier, c'est que c'est un équilibre à trouver entre la question de la protection du fameux environnement ou de la nature, hein, je pour prendre un autre mot, et la question de la vie et de la survie humaine, parce que forcément l'un est au détriment de l'autre dans les 2 sens. Donc pour moi, l'écologie, c'est il y a une tension entre ces 2 choses-là. On ne peut pas vivre sans la nature, mais on est obligé de vivre malgré la nature. Donc il y a une tension. Il faut trouver un moyen de régler cette tension-là, c'est le premier point. Et deuxième point, pour rebondir sur ce que tu dis toi, c'est bien effectivement un problème d'échelle, hein. Est-ce qu'on raisonne au niveau de Gaïa ou chacun raisonne au niveau de l'emprise qu'il peut avoir sur le fameux environnement? Et bien sûr, la thèse libertarienne consiste à dire que chacun doit trouver l'équilibre au niveau de son propre environnement, et c'est parce qu'on le fait tous au niveau du marché, c'est-à-dire des interactions que nous avons tous socialement, que la question va se régler au niveau global. Voilà. Hop. La philosophie libertarienne sur ces questions sont bien plus complexes et bien plus intéressantes qu'il n'y paraît au premier abord. Et donc dans cette vidéo, en suivant un article de l'auteur libertarien Matt Zwolinski, on verra qu'en ce qui concerne la protection de l'environnement, les principes libertariens peuvent mener à des conclusions radicales, peut-être même trop radicales. Voilà. Donc, tu me disais sur Telegram, sur ce propos, donc c'est un la. Est-ce que tu peux expliciter? Oui, Matt Zwolinski est connu depuis pas mal d'années. C'est la caricature du libertarien que Hope appellerait un la, quoi. C'est-à-dire un libertarien de gauche, utilitariste. Si tu regardes l'image qui a été publiée, l'article qui est mis en fond par Philoxine, si tu regardes là, il y a une headline, hein, il y a un titre, une bannière, et je crois que c'est un truc de Policies, machin. Donc, c'est un libertarien qui publie un article dans une revue de politique publique. Ça dit tout long, parce D'accord. que, tu vois, ça suffit à qualifier le personnage. Je simplifie si tu veux, mais c'est un mec qui est bien connu pour être un libertarien de gauche et qui a toujours des problèmes avec les anarcapes, avec Rothbard, avec Hope, etc. Donc, mais inversement, bien Je sûr, vois le genre de personnage. oui, voilà. Mais inversement, il est très connu et bon, c'est le heart bleeding parfait, quoi. Et de ce fait, il a une grande audience et que c'est pas du tout surprenant que le mec qui cherche et qui s'intéresse aux libertariens tombe sur lui. Voilà. Et c'est ce qui s'est Oui, passé. si on a déjà une tendance un peu la, forcément on Oui, tombe sur ces gens-là. voilà. Mais c'est une Et c'est vrai, caricature, ce mec. C'est une c'est caricature. vrai que c'est ce que j'ai noté dans sa vidéo, ce sont ses références. Oui. Voilà. À part Rothbard, mais pour à certains moments légèrement s'en moquer, ou en tout cas les critiques ne sont pas forcément très appropriées envers Rothbard, Ils sont mais à tordus. part lui, il n'y avait pas grand monde de vraiment intéressant. Et Ayn Rand. Mais bon, Ayn Rand ne se disait pas libertarienne, donc Non, non, non. c'est un peu compliqué quand même de la mettre dans cette vidéo, j'ai pas très bien compris, mais bon, Oui, oui, pourquoi oui, pas. mais effectivement, tu as raison, et ça montre, pardon, ça montre que le Philoxine, pardon, même s'il a fait un gros travail, hein, que je tiens encore à saluer, j'aimerais qu'on ait des critiques de cette qualité en général, hein, quand même, parce qu'on C'est quand même mieux. Et nous, ça nous donne oui, du grain à moudre, donc c'est très bien. exactement, non, mais il faut savoir être dur, machin, mais je tiens à saluer le travail par Philoxine. Si tous nos critiques étaient de ce niveau-là, on aurait vachement avancé en général. Soyons très très clairs. Bon. Et quand il réfléchit, les 10 points de discussion qu'on va avoir sont des points quand même très techniques. Donc, Oui. bon. Mais effectivement, ça montre que le mec n'a pas tout fait dans son radar la différence qu'il y a entre objectivisme et libertarianisme, qui ne voit pas bien la différence entre les la et les pas la. Bon, mais on est sur une épaisseur du crayon, hein, par rapport à d'autres, hein. Alors encore une réflexion un peu générale, parce que c'est un terme qu'il a utilisé plusieurs fois. C'est le terme de... comment il disait
libertarisme au lieu de Oui, oui, libertarianisme. oui, Donc il disait qu'il utilisait en fait un terme qui est plus ancien, oui, qu'il retrouve dans les papiers académiques, etc. Alors ouais. moi j'ai envie d'utiliser un petit exemple qui m'est tout à fait personnel. À nouveau, pour ceux qui me connaissent, c'est Tolkien. Tolkien avait donné une petite recette pour traduire ses noms propres, etc. dans ses œuvres. Et malheureusement, le traducteur français ne l'a pas suivi, cette recette. Et donc nous en avons fait, enfin pas moi, hein, des gens bien plus compétents que moi, en ont fait une nouvelle traduction qui est bien plus proche en fait des volontés de l'auteur et en plus des signifiants en langue anglo-saxonne. Pour moi, c'est du même acabit en fait. Libertarisme, le problème, c'est que ça se réfère à quelque chose qui a des années-lumière en fait du libertarianisme comme on l'entend aujourd'hui. Oui, oui, oui. Tu veux dire que le terme, mais je pense que c'est aussi ce que j'ai compris. Le terme existe, il est peut-être ancien, il existe dans certains cercles académiques, mais il se réfère à des points de discussion ou à un signifiant qui n'a rien à voir avec celui dont on parle. C'est ça que tu dis, en fait. Voilà, Oui, c'est tout à fait ça. Parce mhm. que pour moi, quand j'entends libertarisme, j'entends libertaire. Oui, tout à fait, bien Or, sûr, les libertaires ne sont bien pas des sûr. libertariens. Bien sûr. Il y a le même truc en espagnol. Tu vois, quand j'ai discuté avec, c'est une anecdote avec Javier Milei, Oui, c'est pareil, lui se présente comme libertario. Et c'est oui, pareil, tout à même fait. problème. C'est la même chose, ça veut dire libertaire, pareil. C'est Bon. vrai, je l'ai vu passer dans les programmes, etc. À chaque fois que je vois Libertarios, ça me hérisse le poil, mais je sais ce Euh, qu'ils entendent par là. mais Mais oui. nous utilisons justement ce franglais horrible qu'est libertarianisme, mais au moins il permet de mieux définir en Et, fait nos ça, idées. c'est une Et c'est meilleure important. ségrégation. Oui, bien sûr, c'est une meilleure ségrégation C'est politique. Absolument. voilà. Dans sa version la plus cohérente philosophiquement, le libertarisme est une théorie déontologique de la justice fondée sur une défense catégorique de droits naturels à la propriété, ce qui le conduit à défendre un capitalisme de laisser-faire. Et cette tradition philosophique compte parmi ses représentants les plus illustres le philosophe Robert Nozick, dont j'ai présenté la théorie en détail dans une précédente vidéo, ou l'économiste américain et sosie foireux de François Hollande, Murray Rothbard. Mais il existe aussi d'autres auteurs qu'on qualifie parfois de libertariens conséquentialistes et qui se revendiquent du libertarisme tout en développant des arguments conséquentialistes. S'ils défendent eux aussi le libre marché et la propriété privée, c'est pas tant pour des raisons de droit naturel, mais en raison de leurs conséquences bénéfiques pour la prospérité et le bien-être collectif. C'est le cas par exemple de Milton Friedman ou Ludwig von Mises. Et en France, on pourrait ranger aussi l'essayiste Fergan Aziari dans cette école. Voilà pour le passage. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait à redire sur ce passage du coup? Ouais, j'ai tiqué, pas grand-chose honnêtement, pas grand-chose. J'ai juste un peu tiqué sur la vision conséquentialiste de Mises parce que je pense que c'est pas tout à fait correct, c'est pas tout à fait juste. C'est, il est un peu à cheval, Mises, mais je ne veux pas rentrer trop, mais quand tu dis tout ce que dit Mises en termes d'analyse économique, c'est celui qui a inventé le concept de Wertfreiheit, qui est l'exigence que la théorie économique ne porte pas de jugement de valeur, wertfrei. Hmm. Et c'est donc justement lui qui introduit, qui fait le virage quelque part entre l'école traditionnelle jusque-là économique de la notion d'utilité, hein, qui est utilité, utilitarisme, conséquentialisme, tout ça c'est quelque part très proche, et qui fait ce Il le dit virage. d'ailleurs, hein. Comment? Il le dit d'ailleurs, hein, que utilitarisme et Tout à fait, conséquentialisme, en fait, tout à c'est fait. tout à fait proche, hein. Tout à fait. Et donc, Mises, et c'est vrai qu'il a tout un tas de thèses où effectivement il est un peu conséquentialiste. Mais pour autant, c'est lui qui introduit le virage dans la théorie autrichienne pour insister pour que toute la méthodologie se dégage des jugements de valeur. Et donc revienne, en fait, il prépare le terrain à l'approche déontologique. Donc pour moi, mais c'est quand même bon, hein, je coupe les cheveux en quatre là. Mais Non, non, mais il faut être précis, hein. mais je pense que le concept de Wertfreiheit est absolument fondamental, en tout cas en théorie économique, justement pour insister, pour dire, chez les libertariens, même sur la dimension économique, on sort de tout jugement de valeur et donc on reste sur des notions de droit. Alors, Vadim Media, j'ai une question et j'aimerais avoir votre point de vue. La théorie du réchauffement climatique due au réchauffement
climatique peut bien sûr être débattue, mais si une personne croit à cette théorie, comment est-ce que le libertarianisme peut apporter une réponse à lui sans remettre en question sa théorie ? En gros, une personne croit avoir un problème, quelle est la réponse libertarienne ? J'ai mes éléments de réponse, mais c'est votre point de vue qui m'intéresse. Alors là, on sort un peu de la réponse directement à la vidéo, mais on va y répondre. Ouais, je pense que en tout cas pour moi sur cette question du climat, j'ai à la fois une conviction qui est personnelle, ok, et après une conviction qui est vraiment libertarienne. Et on va parler de la version libertarienne. La réponse libertarienne, elle est essentiellement sur, au bout du compte, fichez-nous la paix, et la réponse, c'est dans la décentralisation. On y reviendra, hein. Oui. Mais la vraie critique que je porte, moi, et je reviens sur une critique de ma part, parce que je ne connais pas de critique unifiée, même si on retrouve souvent des choses proches. Pour moi, le problème du climat aujourd'hui, c'est ce que j'ai essayé de dire au début, c'est de faire la différence entre le fait qu'il puisse y avoir un réchauffement objectif, et j'en suis pas totalement convaincu, mais même ça, je peux l'admettre, avec la causalité de ce réchauffement. C'est pas parce qu'il y a un réchauffement que le réchauffement est dû au CO2, pour être simple. Et je pense que le problème profond que nous avons aujourd'hui sur le problème du climat est bien sûr d'une part d'être sûr que vraiment il y a réchauffement, c'est pas si clair, mais c'est surtout sur l'analyse de la causalité du phénomène. Il y a tout un tas d'autres théories qui existent. Celle qui est la plus en vue aujourd'hui est liée à l'influence du Soleil et des cyclicités du Soleil, et je pense que c'est la plus probablement pertinente. Mais ça, ce sont des problématiques qui ne sont pas libertariennes. C'est plutôt un problème d'analyse et de critique de la démarche scientifique sous-jacente. C'est un peu ce que je dis les rares fois où on en parle. Moi, je n'ai pas d'avis, personnellement. Je ne sais pas. Je me suis pas assez penché sur le sujet, etc. Donc je ne sais pas, voilà. Par contre, est-ce que ça résout le problème de droit ou pas ? Voilà, pour moi, c'est la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que, au niveau du droit, est-ce que les solutions apportées y contreviennent ou pas ? Tout à fait. Point. Tout à fait. Voilà. Tu as raison. Il peut y avoir, effectivement, la bonne question qu'on doit avoir, et c'est un élément de réponse pour Philoxime, c'est il peut y avoir une problématique sérieuse en rapport avec le climat, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Ou d'autres problématiques sérieuses. Hein, un astéroïde demain peut nous tomber sur la tronche. C'est possible. Est-ce que pour autant, même face à une urgence avérée, une urgence avérée, même de dimension planétaire, peut-elle légitimement changer l'approche décentralisée et naturaliste que nous avons en tant que libertariens? Et la réponse est bien sûr non. Non. Parce que, et pour tout un tas de raisons, donc pour moi la première est même cette fois-ci pragmatique, qui est on a plus de chances de trouver des solutions à des tels problèmes en étant multiples et décentralisés qu'en ayant un seul mec qui réfléchit et qui impose à tous. C'est ce que j'allais dire en fait. Voilà, pour ceux qui suivent bien les lives, hein, surtout n'oubliez pas de follow la chaîne. Je le dis à chaque fois, voilà, ça ne résout rien en termes de droit. Et après, j'utilise des arguments plutôt performatifs. Oui, performatif, on va dire ça comme ça, ouais, performatif, en disant que de toute façon, dans tous les cas, nous serons plus efficaces, plus innovants, si on traite du sujet de façon individuelle. Absolument. Et en échangeant avec les autres. Absolument. Pas en ayant un tiers qui nous force la main à faire des choses qui ne servent peut-être à rien. Oui, c'est la même argumentation que celle qui justifie la concurrence. Pareil. Voilà, tout à fait. C'est exactement ça. Puis que je vois Blackwater dit quoi qu'il en soit, la fin ne justifie jamais les moyens. C'est ça, hein, c'est ça aussi, hein, c'est pareil, tout à fait. C'est exactement ça. D'un centime, d'une épingle ou quoi que ce soit, viole ses droits. Donc comme vous êtes propriétaire de vous-même et de votre propre corps, je ne peux ne serait-ce que vous toucher l'épaule sans votre consentement. Si je le fais malgré tout, je commets une agression.
même si je ne vous ai causé aucun mal, aucune douleur, aucun Ouais, il y a un dommage. truc On déjà retrouve un sur peu la le même toucher idée que dans la d'épaule, là. violation de domicile en droit, où le simple fait de s'introduire dans le domicile de quelqu'un sans son consentement constitue un délit, même si on ne cause aucun dommage. Alors ça, pour moi, ça a été un gros problème, ce passage-là. Vraiment un très très gros problème. Comment ça, mon gros problème? Parce que il essaye de mettre au même niveau une violation... comment dire, une violation volontaire de domicile dans un but crapuleux Mmh. et une tape sur l'épaule envers son camarade de classe ou son collègue de travail. Et ça me pose problème. Oui, Ça mais me pose c'est... problème parce que c'est souvent le cas avec des gens avec qui je peux, entre guillemets, débattre. C'est-à-dire, ils prennent notre radicalité au niveau du droit et pensent que ce droit-là est de fait immuable dans les relations entre les individus. Oui, bien sûr. Mais c'est pas ça, il y a vraiment une distinction, et je crois que tu le dis dans la vidéo de Viande Tiède, il y a une distinction à faire entre le droit Mmh. et l'application du droit. Je crois que c'est ça que tu dis d'ailleurs. Oui, c'est Voilà. exactement ça. Mais ici, moi, ce qui m'a fait... Alors, il fait ça plusieurs fois et en fait, c'est en Oui. filigrane de pratiquement toute sa vidéo. Parce qu'il revient régulièrement à un fait que il cherche, il cherche tout ce qui peut, au bout du compte, amener le libertarien ou le droit naturel à considérer qu'il y a agression. Hein, c'est un peu sa stratégie générale. Mais quelque part, moi, j'ai envie de dire c'est de bonne guerre, parce qu'au moins ça nous permet de réagir et de clarifier ce point-là. Et Oui. évidemment, il a tort, on va l'expliquer, mais quelque part, je me dis c'est bien, il nous pousse à expliquer ce point-là. Je reste positif si tu veux. Mais Disons la qu'il nous main pousse sur dans les... le bon sens, donc c'est Oui, très tout à bien. fait. Oui, tout à fait. En tout cas, moi, j'ai pris comme tel. Même s'il se trompe. Il se trompe, mais quelque part, il makes a good point. Tu vois, il a un truc intéressant à dire. Et le truc de la main sur l'épaule, je pense, est tout à fait significatif. Il ne viendrait à l'idée d'aucun libertarien que quelqu'un qui te met sur la main sur l'épaule soit vu comme une agression. Alors que, factuellement, effectivement, le mec, il vient perturber ta propriété privée. Hein. C'est incontestable. Mais pourquoi c'est pas une agression? C'est pas une agression parce que quelque part, tu es consentant. Tu serais pas le même geste, pris, je sais pas moi, c'est Poutine qui te met la main sur l'épaule, tu vas pas réagir de la même manière, d'accord? Et là, Je vais avoir un peu peur. oui, voilà. Je vais être là, lui, il me veut du mal. Et justement, là, je pense que tu commets une erreur, si tu me permets, parce que tu l'as dit et tu le redis. En justice libertarienne, l'intention du geste n'intervient en rien. Je vais le dire différemment. En droit libertarien, en justice libertarienne, il n'y a pas de différence entre un assassin et un meurtrier. C'est-à-dire que le mec qui tue, on se fout de savoir pourquoi Ah dans oui, tout sa à tête fait. il a tué. Oui. Et Ah, donc, tout à fait. l'intention du geste n'atténue pas le geste, ne change Oui, rien au geste. effectivement. Par contre, ta perception du geste, c'est-à-dire toi, tu es consentant ou tu n'es pas consentant, change tout. C'est dans l'autre sens. Tu sais, en justice de droit positif, on va te demander si le méchant a voulu être méchant. Okay, et selon qu'il a voulu être méchant ou pas, ça change. Je passe de meurtrier à assassin. D'accord? Alors que en justice libertarienne, c'est dans l'autre sens. C'est tu étais consentant en tant que victime ou tu n'étais pas consentant. Et si tu n'étais pas consentant, tu deviens victime. Tu vois la différence? Oui. C'est dans l'autre sens. Et, Oui, là, oui, tout à fait, tout à fait. et donc là, toute sa vidéo, c'est ça partout. Il oublie systématiquement de parler de consentement. Il oublie systématiquement il regarde l'agression et donc l'intention, tu vois, il suppose une intention, il imagine tout un tas de trucs qui pourraient être des agressions et jamais il se demande si le mec en face voit ça comme une agression. Après, il y a des points techniques, hein, mais en gros, la main sur l'épaule, c'est exactement ça. Personne qui, tu vois bien, le mec, il est friendly, il est content, machin, c'est pas une agression. Mais ça pourrait l'être si toi, tu te dis, attends, ce mec-là, moi, j'ai pas envie du tout qu'il me mette la main sur l'épaule, et parce que Mm, et donc, je vais réagir. C'est là ce qui fait toute la différence. tout à fait. Et c'est effectivement un problème qu'on retrouve durant toute la vidéo. Et encore une fois, je vais avoir une réflexion peut-être un peu plus générale.
En fait, il y a un problème profond là-dedans et que je retrouve à nouveau quand je discute avec d'autres personnes qui ne sont pas forcément libertariennes, c'est que ils oublient que les gens vivent ensemble, Bien sûr, s'ils y ont consenti, bien bien sûr. entendu. Au sens, D'ailleurs, tu tu édition veux dire John qu'ils Galt. vivent déjà ensemble, tu veux dire? Ils vivent déjà Oui, ensemble. voilà. Oui, Donc les gens, ils échangent entre eux. bien sûr. Il y a quelque chose qui se passe, les gens vivent, tout simplement. Ce ne sont pas des robots à qui on va appliquer des théories, des desiderata, etc., et qui vont agir tout le temps comme on le souhaite, nous, comme on l'a pensé dans notre petit cerveau. Non. Et Euh, c'est vrai ce que tu dis, mais et je reviens sur le truc que tu as dit tout à l'heure avec l'application du droit, hein, c'est plus subtil que ça. Le droit est là pour codifier, pardon, le droit sert à quelque part permettre la justice. Il n'est pas là pour empêcher d'agir, même oui, oui, peut oui, tout à avoir. fait. Il est évident que le droit libertarien, comme n'importe quel droit, a un rôle de dissuasion. C'est-à-dire que si tu sais que ce que tu fais ou que tu vas faire, qui est régi par le droit, et de toute façon va t'amener à devoir subir la justice, c'est forcément dissuasif. C'est le premier niveau. Et bien évidemment, le niveau d'après, c'est peux subir la justice en cas de conflit, s'il y a un différend, si tu arrives jusqu'au point du différend. Mais on n'arrive pas forcément au point du différend. Et même encore, il y a un niveau intermédiaire qui est de négocier, si tu n'es pas content. Donc en gros, on a dissuasion, négociation, avant d'arriver à la différend, hein. Tout ça dans le cadre droit. Mais tu as raison, toutes ces notions-là, il n'en parle absolument pas. Pour lui, c'est binaire, c'est on viole le droit, on viole pas le droit, point. Mais c'est pas ça la vraie vie. Voilà, j'essaye en fait d'avoir peut-être une approche un peu plus générale et un peu plus Je t'en prie. banale pour les gens qui ne connaissent pas du tout le sujet. C'est ce que je veux dire en fait, hein, dans ce sens-là, où de toute façon, par exemple, voilà, vous vivez avec votre femme ou votre compagnon, peu importe, euh, vous allez tolérer certaines choses parce que vous y avez consenti, comme tu le dis, mais c'est justement le fait que les gens décident de vivre ensemble qui permet euh, de tolérer certains gestes, etc. Parce qu'il y Exactement. a ce désir de vivre ensemble des gens, des individus. Absolument. Absolument. Et donc c'est la même chose donc pour cette tape sur l'épaule, mais c'est pareil pour l'environnement, l'écologie, etc. Et puis, C'est vraiment quelque chose qu'on retrouve en filigrane dans toute la vidéo, c'est le c'est fait de ça. ne pas avoir vraiment C'est su ça. capter ça. C'est ça. Et puis, il y a un exemple, bon, je pense qu'il l'a évité, mais pourtant, il serait intéressant qu'il ne l'évite pas. C'est les relations sexuelles. C'est même Maccabi, si tu veux, quand tu parles de vivre ensemble. Par définition, quand on vit ensemble, bah, il y a ce genre de choses qui intervient. Alors que la limite, Généralement. voilà. Alors que la limite entre le rapport intime et le viol n'est liée qu'à une question de consentement. Tout à fait. Tout à fait. Bref. On va avancer. Bon, je vois Black Walker qui a utilisé aussi l'exemple du match de boxe, hein, voilà, tout à fait. Les boxeurs ont consenti à se faire taper dessus Ah ben par oui, par son partenaire de jeu. absolument. Tout à fait. Voilà. même sens, Murray Rothbard considérait que toute pollution de l'air constitue une violation des droits de propriété. Le pollueur envoie des polluants indésirables et non désirés, de la fumée aux retombées nucléaires en passant par les oxydes de soufre, dans l'air et dans les poumons des victimes innocentes, ainsi que sur leurs biens matériels. Toutes ces émanations qui portent atteinte aux personnes ou aux biens constituent une agression contre la propriété privée des victimes. Après tout, la pollution de l'air constitue une agression au même titre que l'incendie criminel de la propriété d'autrui ou que le fait de le blesser physiquement. Alors, qu'est-ce que tu avais à redire sur ce passage, Euh, Stéphane? C'était juste en fait une instance de plus, un cas de la discussion qu'on vient d'avoir avant, hein. Alors, on y reviendra, mais comment dire, l'article de Rosbard est en fait beaucoup plus spécifique qu'il le laisse à penser, hein. De mémoire, il étudie la pollution industrielle, et donc effectivement, il dit ce qui est dit là, mais ce n'est en fait, il oublie encore une fois le consentement, hein. Et je crois qu'on en parlera plus tard, mais en plus, il faut savoir que quand on parle de la part d'un économiste autrichien comme Rosbard, il faut savoir que pour les Autrichiens, l'air n'est pas un bien économique. Et on peut expliquer pourquoi.
Alors, oui, justement, est-ce que tu peux expliquer Mais parce que ça remonte à, c'est même pas Rosbach, hein, ça remonte à Karl Menger sur la notion de bien économique, et il prend l'air comme étant un exemple de bien qui n'est pas un bien économique pour une raison simple, qui d'ailleurs va nous concerner dans la discussion, qui est que il n'y a pas, en général, de pénurie de l'air, hein, sauf à être dans des circonstances très particulières. Mais quand on vit au quotidien les relations normales, hein, de tout le monde, l'air n'est pas en pénurie, hein, on respire librement, machin, donc il n'y a pas de raison d'y mettre du droit, il n'y a pas de raison de l'en faire un marché, parce qu'il n'y a pas d'échange particulier à avoir sur quelque chose dont tout le monde a à profusion, hein. Donc l'air, en général, n'est pas un bien économique. Il peut néanmoins le devenir, et dans l'exemple qui est donné par Rosbard, il le devient, parce que, en fait, pour gérer des problématiques de pollution industrielle, il peut être mis en place des quotas, des contrats, des exigences, des choses qui vont être négociées et contractualisées, qui vont faire qu'à ce moment-là, dans un contexte très précis, l'air, dans un environnement donné, va être effectivement objet de propriété. Et donc, on tombe sur les problématiques de consentement, etc., etc. Mais là où il y a un double biais dans la présentation qu'il fait, c'est qu'il ne précise pas cette condition particulière. Donc, il part de l'air en général, alors que ce n'est pas le cas du tout de Rosbard, hein, vous pouvez vérifier. Et bien évidemment, encore une fois, il oublie ce qu'on a déjà dit c'est le consentement qui fait l'agression. Très bien. Bah oui, l'air deviendra propriété de fait, par exemple, enfin, en tout cas, une ressource finie, objet du droit sur Mars. Oui, bien sûr. Sur Mars. Mais Bon, même là, oui, effectivement, on peut se poser la question. Oui, bien sûr. Mais même si tu as un problème C'est pour faire le lien avec Eric Sadin d'après. D'accord. Mais même dans un ascenseur, si il t'arrive à avoir un accident machin et que tu te fais asphyxier parce que tu es dans un ascenseur, les circonstances de l'ascenseur vont complètement changer la donne. Mais en général, on ne se pose pas la question du droit de l'air parce qu'on ne manque pas d'air. Très bien. Par contre, on peut se questionner justement sur la pollution au niveau local. Oui, sur des conditions spécifiques, bien évidemment. Voilà. Oui, bien sûr. Parce que non, mais je dis ça parce que ça peut être, par exemple, un territoire plus ou moins large où justement il y a une pollution qui peut se créer. Mais ça va se résoudre justement par le droit de propriété. Oui, mais alors, tout simplement. Permets-moi, il y a 3 temps. Le premier, c'est le droit est légitimé par la pénurie. Ça, c'est Hope, d'accord? Mais quelque part, c'est intéressant parce que Menger dit la même chose d'un point de vue économique. C'est ça qui est aussi intéressant. OK, l'air de ce fait, en général, n'a pas lieu de donner lieu à droit, pardon, sauf effectivement le cas particulier, local, circonstances, etc. Et tout ce qui a été dit dans la vidéo, dans ce cas-là, deviendrait absolument. Mais c'est spécifique, c'est pas une règle générale, et de toute façon, il ne faut pas oublier le consentement. Ça veut dire que je dois obtenir la permission de tous mes voisins pour faire un barbecue, pour allumer un feu de cheminée, pour remuer la poussière dans une pièce, pour éternuer, voire même pour respirer. Dès lors, le libertarisme finit par justifier une protection environnementale illimitée. En effet, difficile de dire quelles activités humaines ne transmettent pas, via l'environnement, des effets indésirables ou indésirés sur des personnes ou des biens. Comme le... Voilà, alors ce passage-là aussi, donc... Ici, j'ai réagi. Tu vois, on est toujours sur la même thèse, mais il emploie 2 mots, il revient sur son truc d'environnement, et là, il reprend la casquette utilitariste, puisqu'il dit justifiable ou justifié, je ne sais plus quel mot exactement, mais en gros, il se repositionne dans une posture où, par rapport à l'environnement, on pourrait justifier ou pas de le changer ou pas. Donc, il se remet, et on verra qu'il le fait plusieurs fois, en bon utilitariste, qui, du point de vue de l'environnement, reprend, le regarde de manière globale et ne le regarde pas de manière locale ou subjective. Il reprend en disant les libertariens se prennent un peu le pied dans le tapis. Il est difficile pour eux de juger de la pollution de manière absolue, externe, objective. Donc là, en fait, c'est une posture utilitariste qu'il prend. D'accord. Dans un article de 82, Rothbard, qui s'était apparemment rendu compte du problème béant qu'il avait créé dans sa théorie, propose un correctif. Il distingue à présent entre l'invasion visible et tangible, qui interfère avec la possession et l'utilisation de sa propriété, et l'invasion invisible et insensible,
qui ne constituent pas une telle interférence. Selon lui, l'invasion visible et tangible est toujours inadmissible, même si elle ne cause pas de dommages, alors que l'invasion invisible et intangible ne devrait être interdite que si on peut démontrer un dommage. Mais cette distinction est évidemment complètement arbitraire. Comme le note Zwolinski, soit ce qui compte c'est l'interférence avec sa propriété, soit c'est l'existence d'un dommage. Mais on voit pas très... En plus, il nous renvoie encore à Ce cher Zwolinski. En fait, je pense que sur ce point-là, en fait, il a complètement, je sais pas comment il a fait pour lire ce truc-là, mais je pense que je serais pas surpris qu'il reprend les arguments de Zwolinski sur ce point-là, qui à mon avis n'a absolument rien. J'aimerais bien connaître en fait sa méthode de travail, savoir s'il a lu Zwolinski qui cite justement Rothbard et lui va chercher dans l'œuvre originale pour trouver le bon passage. Je pense que c'est ça. Et c'est tout. Ou est-ce qu'il a vraiment fait la démarche de lire d'abord tout Rothbard, etc. J'y crois pas pour une raison simple, c'est que j'ai du mal à imaginer quelqu'un qui a lu Rothbard à ce niveau de lecture et qui n'a pas compris les arguments de Rothbard. Ça me paraît pareil. Voilà. Donc je pense qu'il a lu Zwolinski, qui lui-même a été fouillé et ressort ce truc-là en le tordant. Là, l'argument de Rothbard, il est complètement différent. Il est sur un point qui est complètement différent, qui est le même, une variante de l'argument de Kinsella, quand Kinsella justifie le fait que la primo-acquisition d'un terrain, ou de la Lune ou de Mars, doit être rendue visible, tu vois, que ça soit tangible. L'intangible ou le tangible, c'est juste pour que le droit ait un sens, et donc si le droit a un sens, à ce moment-là, il est inacceptable de le violer. Alors que si c'est intangible, c'est parfaitement acceptable, puisque bon, il n'y a pas de droit en fait. Donc ça n'a rien à voir du tout avec la problématique qu'on discute, c'est juste la primo-acquisition qui doit être rendue visible ou pas, justement pour que celui qui pourrait être amené à violer, à trespass, à mettre pied sur la propriété de l'autre, ne puisse pas contester qu'il la voit et qu'il en ait conscience. C'est l'argument qu'il y a dans Kinsella, dans Against Copyright. Mais ça n'a rien à voir du tout, que je sache, avec la discussion qu'on mène à ce moment-là. Ça n'a rien à voir. Enfin, peut-être que je pourrais vérifier, mais ça m'étonnerait fort. C'est-à-dire que là, il utilise en fait cet argument... Enfin, il montre l'argument de Rothbard pour le démonter ensuite avec Zwolinski, pour montrer justement que c'est pas parce que ce n'est pas visible et non tangible comme l'air par exemple qu'on ne peut pas en limiter l'accès ou en faire quoi que ce soit pour justement limiter les dommages. Oui, je pense que c'est comme ça qu'il le... C'est vraiment dans ce sens-là que je prends la chose. Il le prend comme ça, alors que je pense que Rothbard ne l'a pas utilisé dans ce sens-là. Rothbard ici, il dit plutôt il ne peut pas y avoir de droit sur quelque chose qui n'est pas visible ou rendu visible, même l'air. Mais c'est un peu d'ailleurs comme Hope avec le fameux extrait du Physical Removal, hein, c'est du même genre. Hein. Si tu ne lis que le passage avec le Physical Removal, tu comprends que dalle, hein, c'est pareil. Hein. Et on peut en faire des mèmes très drôles, mais voilà. Après, une fois qu'on comprend ce qu'il entend par là, et d'ailleurs, de toute façon, je le redis, j'en profite, allez voir sur le passage entre Hope et Michael Malice, oui. Où justement il réexplique ce que ça veut dire, etc. Donc il n'y a pas d'histoire d'hélicoptère en soi. Je suis désolé de vous décevoir. Voilà. Une autre solution à ce problème des atteintes triviales a été proposée par l'auteur américain Eric Mack. D'après Mack, l'objectif fondamental d'un système de propriété, c'est de permettre aux individus de poursuivre leurs propres biens à leur manière, ce qui nécessite la possibilité d'acquérir, de transformer et d'utiliser des ressources extérieures. Dès lors, d'après lui, toute définition des droits de propriété doit être compatible avec ce qu'il appelle... Tu peux déjà couper là. Très bien. Vas-y, je t'en prie. Oui, parce qu'il dit... alors d'abord, Mack, je prétends pas connaître tous les libertariens, mais ce Mack, pour moi, c'est un illustre inconnu. Bon. Mais surtout, il dit, le but de la propriété, c'est de permettre aux gens de vivre à leur manière. Non. Oui, bien sûr, hein, mais c'est pas ça. Non. Éthique de la propriété de Hope, la propriété privée, c'est un moyen d'éviter les conflits entre les gens, et c'est dit comme ça, c'est donc très général, et éviter les conflits entre les gens se fait parce qu'on va pouvoir éviter les conflits d'accès à des ressources physiques. La propriété privée est un moyen d'éviter les conflits, les différends, liés à l'accès
a une même ressource physique, et rien d'autre. Et évidemment, conséquence de ça, bien sûr, à partir du moment où tu as ta propriété privée, tu vas pouvoir en faire ce que tu veux, et donc bien sûr, tu pourras vivre à ta guise, bien sûr. Mais c'est une conséquence de la motivation première qui est bien plus simple que ça, c'est la vie est ainsi faite qu'entre les gens, nous pouvons être en conflit pour cueillir une même pomme à un arbre, le droit va régler la question en disant qui est légitime à le faire ou pas. Point. Mais pour ceux qui se préoccupent un minimum de l'impact de la pollution ou du changement climatique, cette solution a sans doute le défaut inverse, celui d'être trop laxiste. En effet, tant que la pollution causée par une personne reste sous un seuil de nuisance minimale, elle est admise par le postulat des coudées franches et n'est donc pas considérée comme une atteinte au droit. Donc si je roule en voiture thermique et que je contribue de manière infinitésimale à la pollution de l'air, Là. je ne porte atteinte aux droits de personne, car... Là, tu m'entends? Oui. Là, il commet le même truc, il redevient à nouveau utilitariste. On est en plein article 4, il parle de nuisance et de seuil de nuisance. Une pollution en dessous d'un seuil de nuisance, hop, il retombe dans un concept utilitariste, alors qu'il est le premier à avoir dit avant que Rothbard, justement, ne rentrait pas du tout dans ce genre de logique. Hein. Et donc il met cette image de Rothbard là, qui sue à grosses gouttes, mais non, en fait, c'est pas du tout ça. Il ne sue pas du tout à grosses gouttes. Enfin bon. Il revient sur cette logique-là, qui n'est pas du tout la thèse de Rothbard. Hein. Enfin, je ne crois pas, en tout cas. Je crois pas. Non. Puis moi, en fait, ça me fait penser surtout au fait qu'à partir du moment où on parle de nuisance de cette manière-là, et de niveau de nuisance qui serait plus ou moins tolérable, oui. À chaque fois se pose la question de qui détermine ce niveau de tolérance. Mais bien sûr, évidemment. Et donc forcément, quand on est sur un plan utilitariste, bah, on est prêt à faire des compromis sur qui détermine ce niveau de tolérance. C'est ça, c'est bien, tout à fait. Mais c'est en ça que c'est ce qui caractérise l'utilitariste. Hein. L'utilitariste, il va rentrer sur des mesures objectives, machin, mais tous ces trucs-là, à un moment ou à un autre, posent deux questions, qui sont la même, en fait, deux facettes de la même question, c'est qui est capable d'exprimer pourquoi telle mesure, telle moyenne mesure, hein, tel mesurement, telle échelle, telle unité, est celle qui convient pour régler la question, voilà, et de la même manière, qui va mesurer effectivement et trancher que c'est bon ou c'est pas bon. Et bien, c'est le problème de fond de l'utilitarisme, bien évidemment. Le GEC, j'écoute, mais je ne comprends pas tout. Il y a des trucs pointus sur lesquels je dois travailler. Ben, c'est le but de cette vidéo, c'est de relever peut-être les passages que tu ne comprends pas trop et que tu puisses poser des questions, qu'on puisse te guider. Le GEG, d'abord tu peux poser des questions ici, on peut en parler autrement, et puis on se voit parfois. N'hésite surtout pas à poser des questions, on est là pour... c'est parfaitement légitime. Ce sont des points qui sont un peu techniques, ça c'est clair. Donc, pas de problème. Si on peut t'aider à aller plus loin, on est là pour ça. Alors, tout à fait, tous les deux, vous avez raison, le GEG et Black Walker. Donc, le GEG qui détermine, entre guillemets, mais aussi à quel moment et pourquoi. Oui, tout à fait. Et Black Walker, in fine, qui définit l'utilité qui sera bonne pour toute la société, pour les utilitaristes, point d'interrogation. C'est exactement ça. C'est ça. C'est pour ça qu'on a un peu de mal avec les utilitaristes. Et vous comprenez, en fait, jusqu'où ils peuvent aller, jusqu'où ils peuvent se laisser entraîner par utilitarisme, par conséquentialisme, par... on m'avait sorti... Il y a quelqu'un qui m'avait sorti à un moment donné... Je suis utilitariste, libertarien, parce que c'est rationnellement et objectivement ce qu'il y a de plus performant. Ah oui. Et qu'après, il rajoutait, si on me démontre, objectivement, etc., et avec des preuves, que une dose de socialisme est plus performant, pourquoi pas? Bon, au moins, il était honnête. Oui, mais bon, du coup, t'es pas libertarien. C'est que t'as rien compris. Vrai, mais il se prend les pieds dans le tapis quand il dit un truc comme ça, parce que avant de demander à ce qu'on lui démontre que le socialisme soit plus performant, il faudrait d'abord qu'il se pose la question comment il fait lui-même pour démontrer que sa propre vision elle-même est performante. Oui, c'est vrai.
C'est tout à fait ça. Mais bon, ça me fait toujours rire, en fait, de me rappeler cette justification. On peut aller très très loin avec ça, hein, c'est sûr. Jusqu'au goulag. Ah bah oui, il n'y a pas de limite à ça. Le libertarisme reste coincé dans cette perspective individuelle. Et d'ailleurs, on pourrait en dire de même à propos des pandémies. Un autre sujet qui embarrasse pas mal les libertariens. Si on laissait chacun de nous faire cet arbitrage, la contagion serait gérée par l'arbitrage que chacun fait. Tu vois, il y aurait effectivement peut-être plus de malades, peut-être, mais l'équilibre entre la perte économique et le risque sanitaire se ferait par les gens. Ça m'a un peu, un peu fait mal au cœur quand même. Ouais. Bon, nous on est un peu plus comment on va dire, un peu plus sympathique. On va pas faire ça sur toutes les réflexions un peu mauvaises qu'il y a eu. Mais donc du coup, qu'est-ce qu'il y avait à répondre à... Tu parles de sa moue à la fin? Oui. Oui, la petite moue avec le petit bruitage. Bon, c'était peut-être pas obligatoire, mais... Ouais, mais bon, c'est effectivement... c'est pour dynamiser la vidéo. Ouais, c'est ça exactement. Bon, mais ça montre très clairement qu'il a absolument pas compris l'argument, hein, parce que sinon il ferait pas... Il me prend pour un couillon, ok, mais ça veut dire qu'il a absolument pas pigé le truc. Alors on va essayer de le faire. Je reviens sur ce qu'on a dit tout à l'heure, on l'a dit dès le début en fait, hein, sur ce que c'est qu'écologie. L'écologie, forcément bien pensée, qui est une réalité de l'humanité. C'est de toute façon pour que l'humanité perdure, et le fait que l'humanité ait perduré, c'est parce qu'elle, d'une manière ou d'une autre, elle a traité la question suivante. Comment dans un environnement qui est quelque part hostile, et dont je me nourris, et donc quand je me nourris, je le transforme, je le détruis, et si je le fais de manière irréfléchie, je vais détruire l'environnement qui me fait vivre, d'accord? Donc il faut que je trouve, et donc si je veux me mettre dans le temps, il faut que à la fois je détruise l'environnement pour me nourrir, mais qu'en même temps je le préserve pour me nourrir demain et après-demain. C'est ça l'enjeu de l'écologie. Hein, c'est pas de faire les nounous. Et nourrir vos enfants, etc., etc. C'est ça. C'est pas les ours blancs polaires, même s'ils sont gentils, que j'ai rien contre, c'est pas tout le sujet. C'est une question fondamentale de l'humanité qui est comment je fais pour transformer la nature, pour me nourrir et nourrir de plus en plus de gens, sans pour autant la détruire, qui fait qu'après-demain, on ne pourra toujours pas en vivre. Et bien évidemment, si au passage aussi on peut continuer à la maintenir agréable, visitable, belle et tout ce que tu veux, évidemment. Mais c'est un problème fondamental d'arbitrage entre deux tensions fondamentales pour l'humanité. Maintenant, donc ça c'est le premier point, et ça c'est vrai. Mais à aucun moment, et je dis bien, à aucun moment je n'entends les écolos, et ce monsieur de Philoxime, le premier, de poser la question dans ces termes-là. Jamais personne, j'entends, un écolo de poser cette question de cet arbitrage. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que pour régler cet arbitrage, les écolos le font de manière jacobine. Ah ben, on a un problème de CO2, on règle le CO2 pour tout le monde pareil, il faut baisser le niveau de CO2, et puis tout y passe, tout est bon, et ça règle toute la question. Mais non, parce qu'en plus, comme tu le disais Adam au début, ce problème d'arbitrage, il n'est pas le même partout. Le problème de l'ours polaire, ça se présente en Arctique, mais ça ne va pas se poser en Afrique. Et donc, forcément, cet arbitrage, il est localement différencié. On peut prendre par exemple quelque chose qui nous est un peu plus proche, c'est la problématique du loup, la sauvegarde et la réimplantation du loup. Par exemple, à certains endroits, peut-être qu'il est nécessaire, à d'autres endroits, il est peut-être pas nécessaire, mais ça dépend des gens qui y vivent. Et on remarquera que bizarrement, les gens qui forcent la main pour les réintroduire sont des gens qui n'y vivent pas. Bref, je te laisse continuer. Oui, complètement. Et une variante qu'on a connue cet été, pas très loin de chez toi, c'est les incendies de forêt. Oui. Et les conditions de maintien en bonne condition et d'éviter les incendies des forêts des Landes qui sont gérées de manière très particulière. Donc, mais qui est évidemment une telle question est par définition une question extrêmement locale et spécifique, très spécifique à la façon dont les forêts landaises, par exemple, sont gérées. Et la nature, des pins, machin. Donc c'est forcément une question qui n'a de réponse que locale, donc décentralisée et donc libertarienne. Forcément. Surtout si l'on décentralise de façon
clair et radical en allant jusqu'à l'individu. Tout à fait. Forcément. Parce qu'en plus, effectivement, joue en plus le droit naturel, le droit aux préférences, parce qu'évidemment, dans l'arbitrage, il peut y avoir plusieurs façons d'arbitrer, et que la seule façon d'arbitrer, c'est celle qui va malgré tout, d'une part, répondre à la question de l'arbitrage, certes, mais dans le sens des préférences de chacun, en plus. Ben, on va enchaîner, comme ça on attend les questions. Le problème, c'est que le libertarisme ne paraît vraiment outillé que pour penser le niveau micro des interactions entre individus, mais pas le niveau macro. Et le libertarisme se montre largement incapable de donner une réponse convaincante aux risques collectifs posés par l'action cumulative de milliards d'êtres humains interconnectés par leur impact sur les écosystèmes ou par des phénomènes globaux comme le réchauffement climatique ou les pandémies. Donc nous sommes largement incapables. C'est marrant parce qu'il parle... Attends, je vais juste me remettre le passage juste pour vraiment être sûr de ce que je vais dire. Entre individus, mais pas le niveau macro. Voilà. Nous sommes très forts pour capter le niveau micro des échanges entre individus, mais pas le niveau macro. Mais des échanges entre individus, ils sont juste entre individus. Ah non, ça, excuse-moi. Non. Enfin, je comprends pas trop où sa phrase, en fait, pour moi, n'a pas forcément de sens. Ah non, c'est le même problème qu'il y a entre la microéconomie et la macroéconomie, d'accord? Permets-moi une digression rapide parce que c'est exactement la même chose. Oui, vas-y. Tu as les économistes classiques, quand les mecs qui te blablatent, ils te disent il y a la microéconomie et la macroéconomie. Okay, et tu n'entends jamais, et jamais personne ne fait le lien, du comment on passe de la micro à la macro. Et il fait exactement la même chose ici. Il te dit, nous, libertariens, on est super bons en niveau micro, mais alors, par contre, on est complètement naze au niveau macro. On est nul pour comprendre les enjeux macro et les risques collectifs. C'est le terme qu'il emploie. Oui, et c'est justement ça que je voulais relever, c'est le fait en fait qu'on a l'impression que ces échanges entre individus, donc c'est le micro, et le macro en fait c'est même pas à la frontière, c'est un autre univers qui est vraiment à côté et que nous ne comprenons pas. C'est exactement ça. Alors que ce sont eux qui ne comprennent pas qu'il s'agit justement pas de deux univers différents. C'est effectivement bien le point. Quand il dit ça, il fait la même erreur que les économistes. Il ne montre pas qu'il a compris que le macro est une conséquence alors je vais prendre le terme de Blackwater là, de l'agrégat, mais en fait c'est de la consolidation en fait le terme de Bastiat, ça serait de l'harmonie, de l'harmonie des échanges, de la multiplicité, de la foultitude des échanges micro, et que en fait c'est la dynamique du marché ou de l'ordre spontané, c'est pareil. La foultitude des micros font le macro. Et donc les enjeux macro, on les a très très bien compris. On a compris qu'ils constituent un ordre spontané qui vient du micro et qui ne sort pas comme ça du chapeau. Et donc la façon dont on règle le macro, c'est par le micro. Et ça, il ne le comprend pas. Parce que, oui, voilà, on ne peut pas agir en fait sur le macro sans forcément qu'il y ait des conséquences désastreuses sur le niveau micro, déjà ne serait-ce qu'en droit, déjà premièrement, exact. Et en plus de ça, tout ce qui peut arriver par la suite. Oui, mais donc le point, c'est qu'ici, en bon truc, mais c'est cohérent avec le mainstream, de différencier micro et macro, et de ce fait de montrer qu'il ne comprend pas que le marché est ou l'ordre spontané, et ce qui fait le lien entre micro et macro, et qu'en fait on a très bien compris le macro parce qu'on a compris que le macro vient du micro. Désolé, mais c'est ça. Non, mais c'est très bien, il faut qu'on répète les choses. Le jet avec le mot libertarisme me donne la nausée. Mais t'inquiète pas, tu n'es pas le seul, t'en fais pas. Ça va bien se passer. À partir de quand est-on au niveau macro? Tout à fait. Tout à fait. C'est la grande question. Et Ethanol nous dit paradoxe de l'effet de seuil. Tout à fait. Effectivement, est-ce qu'une famille c'est déjà un macro? Est-ce qu'un village c'est macro? C'est une très bonne question, absolument. Tout à fait. Il ne le dit pas d'ailleurs, il ne le dit absolument pas. Personne ne le dit. Et nous, on ne le dit pas parce que pour nous, c'est un faux problème. Me tombe dans une interdiction absurde de toute pollution, comme dans la première réponse de Rothbard, ou bien elle ne trouve rien à redire à la plupart de nos pollutions ou émissions de gaz à effet de serre, malgré leur impact massif sur les êtres humains et sur leurs droits. Voilà, donc le libertarianisme n'aurait rien à redire. Malgré l'impact massif. Donc là, ce qu'il est en train de dire,
Mais messieurs les libertariens, vous êtes aveugles. Regardez, il est évident qu'il y a des impacts massifs. Et pourtant, vous ne dites rien. C'est pas bien, vous êtes complètement aveugle, vous focalisez sur le micro, vous n'avez rien compris. Et là, il fait une double erreur. C'est-à-dire qu'il confond d'abord son jugement perso ou son genre jugement de d'utilitarisme, autant pour moi. Donc il dit, lui, il juge qu'il y a une urgence climatique, pour être simple, hein, et vous êtes aveugle à la pandémie, il me fait aussi le coup sur la pandémie, vous êtes aveugle à l'évidence du truc, et vous ne trouvez rien à redire parce que vous êtes complètement démuni dans votre propre logique. Ben non, en fait, pas du tout. On n'est pas du tout démunis, on vient de le voir, et par contre, c'est pas qu'on trouve rien à redire, c'est qu'on n'est pas d'accord sur l'analyse, on n'est pas d'accord sur la priorité que toi tu perçois, parce qu'on n'est pas d'accord sur la façon dont elle a été, comment dire, engendrée, en fait, que c'est de l'urgentisme, si je puis dire, mais ce n'est pas forcément la réalité. Donc non, c'est pas qu'on trouve rien à redire, c'est qu'on n'a pas la même analyse des choses. Mais, et puis même, si à la limite, imaginons que ce soit vrai. D'accord ? Rien n'empêche, en fait, d'avoir des influenceurs, des vulgarisateurs, etc., des entreprises qui vont fournir des services de vulgarisation, de médiation, comme les de nettoyage, enfin, peu importe, pour justement subvenir à une demande d'écologisme. Bien sûr. De protection de l'environnement, etc. Bien sûr, mais là je pense... Rien n'empêche. Tu as raison, mais je pense qu'il en était même pas là. Je pense qu'il est encore sur son blocage du micro-macro, d'une part, hein, et parce que pour lequel il prétend que ça nous donne un effet horizon. On est aveuglé par notre incapacité à monter au niveau macro, je pense, c'est ce qu'il dit. Et par contre, lui, il se positionne comme quelqu'un qui a su se mettre au niveau macro et qui voit le niveau macro, qui voit qu'il y a un problème, et donc il nous dit... Mais vous avez un effet horizon qui ne vous permet pas de voir ce que moi je vois et qui est une évidence. Et bien sûr, c'est faux. Il y a de l'espace pour imaginer des solutions alternatives pour répondre à la crise climatique, même si elles ne seront peut-être pas forcément très orthodoxes d'un point de vue libertarien. Et c'est notamment le cas des arguments autour de la clause lockéenne. On l'a déjà évoqué dans la vidéo sur le libertarisme dont vous avez déjà tout oublié, mais en très résumé, pour pas mal de libertariens, dont Nozick, la première appropriation des ressources naturelles doit respecter certaines conditions pour pouvoir être légitime, comme le fait d'en laisser assez et d'assez bonne qualité pour autrui, ou de ne léser personne par rapport à l'état de nature. Et donc cette clause lockéenne est une condition pour la légitimité de l'appropriation de ressources naturelles. Or... Alors, déjà là-dessus, peut-être essayer de faire un peu le point. Est-ce que tu peux réexpliquer un peu ce qu'il entend par là, ce qu'il essaye de dire ? Pour ceux qui ne connaissent pas. Le point est en 3 temps. Il y a un point historique. John Locke est historiquement celui qui est censé avoir formalisé le premier, le droit naturel. Et donc c'est la référence a priori pour tout ce qui est droit naturel. Okay, et ça, c'est pas faux. Et il a une clause, il y a une clause particulière, donc comme il dit, une condition pour l'appropriation. Qui embête souvent les libertariens parce que on ne peut pas s'approprier n'importe quoi si ça n'est pas quelque part juste pondéré, etc. Donc il y a quelque part dans la clause lockéenne une clause un peu utilitariste qui a toujours gêné de tout temps tous les défenseurs et à l'inverse ceux qui attaquent le droit naturel. Mais c'est un fait historique qui est réel, et cet imbécile de Nozick, il a repris ça, il est rentré dedans, et donc dès qu'il évoque Locke, il replonge dans l'utilitarisme. Ok, il se tire une balle dans le pied. Donc ça c'est l'histoire, et comme notre philoxine se sert de Nozick, il tombe là-dedans aussi, et à nouveau il se reprend les pieds dans le tapis. Les libertariens d'aujourd'hui, et depuis pas mal de temps, ne font pas ça. Ils ont abandonné la clause lockéenne, sinon le droit naturel. Aujourd'hui, ce qui fait foi en termes de théorie par rapport à l'appropriation, c'est la thèse qui a été clarifiée par, que je sache, en premier ou le mieux, par Kinsella. Peut-être par d'autres, peut-être par Hope, mais en tout cas pour moi, Kinsella est celui qui l'a exprimé le mieux, toujours pareil, contre la propriété intellectuelle.
et qui enlève cette clause-là et qui revient, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la visibilité. Il dit l'appropriation est toujours légitime, si bien évidemment personne n'est déjà propriétaire, oui, bien évidemment, et s'il n'y a pas de plus de clauses particulières, de conditions particulières, si ce n'est de rendre la propriété visible de manière à ce que quelqu'un d'autre ne puisse pas à nouveau la revendiquer. Et c'est tout. C'est-à-dire, en gros, dit autrement, la clause lockéenne, elle sort. Parce qu'elle n'a aucune légitimité particulière. C'est un peu... comment dire ? C'est un point sur lequel j'aimerais moi revenir. C'est sur le fait que les idées, elles ne s'arrêtent pas à un instant T. Tout à fait. Mais qu'elles continuent d'évoluer, elles continuent de se peaufiner, et on continue de découvrir, pas forcément quelque chose de totalement révolutionnaire, mais on continue de découvrir des façons de réagencer les choses, de la meilleure façon possible, etc., de résoudre des petites incohérences, ou pas forcément des incohérences, mais des passages qui n'étaient pas forcément très bien éclairés. Oui. On peut pas juste s'arrêter, voilà, à des auteurs néoclassiques, et puis le reste, bon, à la poubelle. On peut pas juste s'arrêter à des auteurs des années 1920, même si nous les apprécions, et puis le reste, on n'en parle pas. Je suis non seulement d'accord avec toi, mais pour moi, la théorie libertarienne, comme beaucoup d'autres théories, est de nature et a un cycle de vie qui est un cycle de vie scientifique. Et je pèse mes mots. Au sens que, comme tu l'as dit, ce sont des idées, c'est une théorisation qui se fait à partir de démarches rationnelles. On a vu par exemple tout à l'heure qu'on dit que l'air ne peut pas faire l'objet de droit parce qu'il n'y a pas de pénurie, et que c'est la pénurie qui est le critère fondamental du droit. Donc il y a une rationalisation qui peut être contestée, mais il y a une rationalisation systématique des éléments théoriques chez les libertariens. La théorie libertarienne s'appuie sur des axiomes. C'est vraiment une théorie extrêmement rationalisée et qui se construit comme une science. Et je pèse mes mots. Mais bien évidemment, elle ne s'est pas faite du jour au lendemain en sortant du chapeau. On est passé d'amélioration auteur après auteur. Et donc, on est passé d'un John Locke, puis il y a du Jean-Baptiste Say sur des éléments de théorie économique. On est arrivé avec du Bastiat qui a fait avancer les choses sur tout un tas de points. Puis il y a eu du Molinari qui est le premier à introduire la notion d'anarchapie. Mises qui a fait avancer la théorie économique. Puis arrive Rosbard qui commence à consolider le tout. Chaque fois on progresse. Et puis depuis, Hope a fait progresser. Kinsella a fait progresser. Et continuera probablement encore à faire progresser sur certains points. Moi, j'ai la modeste revendication d'avoir essayé de clarifier la question de l'avortement. Bon. Voilà, peut-être d'autres avant moi aussi, peu importe, mais on avance comme ça. Et chaque fois qu'on avance, on s'appuie sur les géants d'avant nous pour clarifier ce qui ne fait jamais que s'améliorer. Mais ça ne veut pas dire qu'avant c'est tout à jeter et que ce qui était fait avant est définitivement figé. Absolument pas. D'ailleurs, sur les éditions de John Galt, tu ne partages pas forcément des gens avec qui tu partages 100% de la vision qu'ils ont eue à l'époque. Absolument. Je publie, et je vais encore publier du Émile Faguet, par exemple, qui est quelqu'un extrêmement intéressant parce qu'il est à la lisière entre du Bastiat et du Molinari, par exemple, il détruit la démocratie, mais pour autant, c'est pas tout à fait un anarchape du tout. Mais c'est intéressant néanmoins. Et donc, les gens, c'est intéressant de lire Hoppe, de lire Walter Block. Je sais que vous en avez parlé là dans la vidéo avec Viande Tiède, justement avec Space Capitalism, ou je ne sais plus comment il s'appelle. Il y a Defending the Defendable, mais il y a aussi tout un passage sur les lots. Je ne sais plus comment il s'appelle le livre. Pour moi, oui, j'ai plus le terme non plus. Mais pour moi, de mon point de vue, Bloch n'est pas forcément le meilleur auteur théorique sur la théorie du fond, en général. Par contre, effectivement, il a été très prolixe et il est très pertinent sur, comme tu dis, defend the indefendable, c'est-à-dire en gros de prendre des situations un peu extrêmes et de les éclairer d'un point de vue libertarien. Il a fait ça de manière remarquable sur des sujets tout à fait délicats, enfin difficiles. Et effectivement, il a beaucoup travaillé le problème du droit des ressources naturelles dans des situations compliquées aussi.
Donc c'est quelqu'un qui éclaire beaucoup les situations difficiles, et là-dessus il est remarquable. Par contre, je suis pas sûr que ce soit un théoricien de fond, hein, du même niveau qu'un Kinsella ou qu'un Rowe. Oui, tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que je dis juste aux gens, voilà, ne vous arrêtez pas à bon, bah c'est bon, j'ai lu Rothbard. Ah non, non. Bon, bah c'est bon, je m'arrête de lire les autres, Oui. je comprends pas forcément ce qu'il en est. Oui. Et puis bon, bah. Je vais juste écouter les la libertariens et répéter ce qu'ils ont dit sur Hop ou autre. Mais de non, même ça marche pas comme ça. Oui, et de même avec ma modeste contribution, si je me fais chier à écrire des trucs, c'est aussi pour essayer d'apporter un éclairage, d'actualité, machin, d'illustrer, de prendre des angles de vue complémentaires qui permettent justement de voir les choses encore autrement, bien évidemment. C'est le sujet. La théorie libertarienne est à la fois extrêmement simple et extrêmement compliquée parce qu'il faut être capable justement de la lire dans toutes les situations que peut vivre l'humanité. Et malheureusement, ou plutôt heureusement, comme les situations sont infiniment riches, il faut chaque fois arriver à trouver le bon angle de lecture. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y avait quelque chose à rajouter sur Philoxime ? Je crois pas. Moi, j'avais rien d'autre à rajouter. J'ai fait mes petits trucs un peu généralistes plutôt au début. Je crois pas. Je pense qu'il y a peut-être des questions. Il n'y a pas trop, mais non, moi j'ai fait le tour aussi. Mais je le dis encore, je suis vraiment positif sur la vidéo de ce mec. Les mecs qui ont travaillé le sujet à ce niveau-là, on n'en a pas assez en face de nous, disons-le. Oui, clairement. Mais ça ne veut pas dire qu'il a raison sur son analyse, et ça ne veut pas dire non plus qu'il a raison sur la petite mimique qu'il fait après voilà. Puis disons qu'il faut aussi... c'est bien d'avoir des gens comme ça face à nous, mais après, il faut aussi que ces gens fassent l'effort ensuite de travailler sur ce qu'on leur a demandé. Demander, c'est un bien gros mot, mais justement de travailler. Oui. Avant de revenir encore une fois vers nous pour à nouveau revenir sur les mêmes thèmes, revenir sur les mêmes questions. C'est pas possible. Et si Philoxime aura tenu jusqu'à présent, s'il regarde cette vidéo, j'en suis sûr, et qu'il arrive jusqu'à maintenant, moi j'ai un message qui est très simple pour lui, c'est monsieur, vous êtes un utilitariste, conscient ou inconscient. Je pense que c'est conscient. Et c'est ça votre point de faiblesse. Parce que sinon, vous lisez le truc assez machin, mais vous n'arrivez manifestement pas à voir que les jugements de valeur qu'il puisse y avoir pour lire la société ne peuvent pas. C'est pas possible de le voir de manière macro. La réalité ne peut se lire qu'à l'œil de chacun de nous. Et donc, les jugements d'urgence, de situation d'urgence, etc., ne peut se lire qu'au niveau micro. Et moi, je ferai un second appel pour Monsieur Philoxime. Si vous voulez, si vous souhaitez en débattre avec nous, il n'y a aucun problème. Bien au contraire, je pense que ce sera peut-être l'un des premiers invités à débattre sur la chaîne d'aussi bonne qualité. Je pense que ça peut être très intéressant. Ça pourrait être un excellent débat, absolument. Voilà. Mais peut-être que j'enverrai un message pour voir s'il est intéressé. Je ne sais pas s'il aura tenu toute la vidéo, peut-être, je ne sais pas. J'espère en tout cas qu'il la regardera. Voilà. On verra. On en aura des échos, je pense. Je pense aussi. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet, sur l'écologie, etc. Sinon, on passe donc à Eric Sadin pour terminer là-dessus la soirée. N'hésitez pas, allez-y. Posez vos questions. Sinon, comme je vous l'ai dit, nous passerons sur ce philosophe sûrement autodiagnostiqué, vous savez, un peu comme les autodiags autistes et très haut potentiel intellectuel. Je pense que c'est à peu près du même genre. J'ai pas trouvé sur sa fiche Wikipédia où est-ce qu'il avait fait ses études de philo. Bref, donc l'est-il réellement ou pas ? On va voir ça ensemble. Alors, en tout cas, il a pas très bien compris ce que c'était le libertarianisme. Et là, vraiment pas. Vous allez voir en fait un différentiel très net de je n'irais pas dire intellectuel, mais de culture, oui. La clarté d'esprit est moins évidente, on va dire. Oui, voilà, c'est exactement ça. Bon, s'il n'y a pas de questions, allez, on enchaîne.
Donc Eric Sadin, Elon Musk personnifie à l'extrême cette idéologie geeko-libertarienne. Alors je vous lis un peu l'introduction, puis après je vous lirai juste quelques petits passages et on va rigoler. Là c'est le moment où on rigole, on se détend, on est revenu sur pas mal de sujets, là on va se détendre. Pour le philosophe, je vous l'ai dit, sûrement autodiag, Eric Sadin, critique de longue date de l'esprit de la Silicon Valley, le milliardaire patron de Tesla et SpaceX, incarne le mythe du techno-entrepreneur providentiel du 21e siècle. Alors ils ont noté explication, mais en fait c'est plutôt noyade. Je vais plutôt appeler ça comme ça. Donc depuis plus de 10 ans, le philosophe Eric Sadin élabore une vive critique du technolibéralisme de la Silicon Valley qui infuse partout, jusqu'à Emmanuel Macron, président de la Startup Nation. Surtout que dans ce monde, les technodiscours, le milliardaire Elon Musk, patron de Tesla et de SpaceX, ne serait autre que le dernier apôtre d'une nouvelle idéologie du capitalisme affaiblissant la cause commune. C'est fantastique. Rien que dans ce passage, je pense que vous pouvez l'encadrer. C'est fantastique. Déjà, on sent bien la personne qui doit justifier le paiement, ou en tout cas le prix de ces bouquins qui ne doivent pas se vendre très, très cher, en utilisant donc technolibéralisme. Alors je sais que ça peut s'utiliser dans certaines circonstances, mais bon, voilà. Il a jeté, si tu permets, tout un tas de mots-clés là, et ça fait une phrase au bout du compte. Tout à fait, c'est exactement ça. C'est là où je voulais en venir, parce qu'après vous avez Technodiscours, la Startup Nation, etc., etc. Bref, c'est plein de néologismes qui lui permettent de faire semblant d'être très intelligent. C'est ça. Mais déjà, geeko-libertarien, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Et puis j'aime bien nouvelle idéologie du capitalisme affaiblissant forcément la cause commune. Bon, on a de la chance, on a évité la fausse commune déjà, c'est déjà pas mal, quoi. C'est exactement ça. C'est ça le gag, la cause commune, tout est dit, c'est ça. Je te dis, on a évité la fausse commune, mais lui, il nous fait des quoi dire, c'est lui qui est dans le défaut commun. Enfin, bon, bref. Mais attendez, hein, c'est juste le début. Ça, c'est que le début de l'article. Plutôt, je coupe, on saute des passages, parce que de toute façon, c'est pas intéressant. Plutôt que de nous atteler à transformer collectivement les choses, nous préférons nous en remettre à ceux qui promettent des lendemains qui chantent pour supposément mieux régir le cours de nos vies. Alors, excuse-moi, parce que je te tutoie, vu que, bon, à un moment donné, faut arrêter les conneries. C'est pas du tout ce que veulent les libertariens, d'accord ? Non, pas du tout, non. Parce que nous, on ne souhaite pas s'en remettre à ceux qui promettent des lendemains qui chantent. Ou en tout cas, pour les ANCAP, c'est pas du tout le cas même. C'est le point qui montre qu'il ne comprend absolument pas le truc. C'est imaginer qu'on s'en remet, etc. Non. Enfin, moi, je sais pas, mais moi, un mec comme Elon Musk, je m'en remets pas du tout à Elon Musk. Au mieux, je me reconnais, ou j'espère me reconnaître, ou j'apprécie la démarche, ou j'admire la démarche de Elon Musk. Mais ça n'a rien à voir. J'admire certaines choses, il y a d'autres choses que j'aime pas. Voilà. J'ai essayé de simplifier, tu sais. Mais en aucune manière, je m'en remets à lui. Je suis un grand garçon, comme je pense la plupart que nous sommes ici, et on essaie de faire avancer les choses à notre niveau, beaucoup plus modeste, ok, mais on le fait avancer quand même. Et puis voilà. Mais on va pas s'en remettre à Elon Musk. Non. On n'a pas une CB et puis on frappe pas à la porte de Twitter pour dire Monsieur Elon Musk, dis-moi ce que je dois faire de même pour gagner ma vie. Non, pas vraiment. Et donc après il continue avec or il est aujourd'hui patent que depuis 2 décennies notre naïveté a fait le jeu du mépris du bien commun, de la lutte contre les inégalités et de toute régulation. Alors peut-être que toi c'est pas juste peut-être, mais tu es véritablement extrêmement naïf et peut-être même légèrement idiot, mais nous ça va très bien. Le bien commun, ce serait bien de nous le définir. C'est défini nulle part, on ne sait pas ce que c'est. Moi je ne sais toujours pas.
Pour ta part, Stéphane, est-ce que ça y est, tu as compris ce que c'était le bien commun ou non? Ah oui, oui, si tu veux me permettre de rebondir sur la phrase célèbre de Christian Michel, si tu me permets quand même. Vas-y, je t'en prie. Le seul bien commun de l'humanité, c'est le droit naturel et l'intérêt général, c'est de le respecter. Est-ce qu'il est dans ce cadre-là, du coup? Non, bien sûr que non. Voilà, on est d'accord. De la lutte contre les inégalités. Est-ce qu'il faut réagir collectivement pour lutter contre les inégalités? Non, non, mais on a tout dit quand on a dit le truc du bien commun. À partir du moment où on est sur une vision complètement orthogonale du bien commun, forcément, le mec, il est complètement à côté. Je vois que Blackwater réagit. Je le répète, si tu me permets. Le bien commun de l'humanité, c'est le droit naturel. L'intérêt général, c'est de le respecter. C'est une phrase qu'il faut. Je pense sincèrement que c'est une phrase qu'il faut qu'on mémorise. Parce que dans les débats, c'est le Oui. genre de truc qui calme le truc en face. Tout à fait. Et donc il continue donc sur le mépris. Je reviens sur le mot d'avant auquel il fait référence. Donc du mépris du bien commun et plus loin donc et de toute régulation. Alors oui, nous effectivement on méprise la régulation collectiviste. Oui, effectivement. Ça je peux pas on peut pas lui donner tort. Là-dessus, Oui, mais- par contre. Et on le Effectivement. méprise aussi, pourquoi? On le méprise parce qu'on se rend compte, on s'est rendu compte, tous chacun à notre façon, d'une manière ou d'une autre, que ça ne correspondait simplement pas à la réalité. C'est ça? Et moi, je méprise, j'ose dire que je méprise les gauchos et autres pour cette raison-là. Je suis peut-être pas totalement stupide, mais je veux dire, il y a beaucoup de gens bien plus intelligents que moi, et néanmoins, comme un grand garçon, j'ai tout seul pu me rendre compte que ce truc-là ne tenait pas la route. Pourquoi pas d'autres? Parce qu'ils sont totalement sectarisés ou alors qu'ils en ont un intérêt. Non, mais sérieux, je suis Tout vraiment simplement. sincèrement très sérieux, si tu veux. Tout seul, j'ai douté en disant la valeur travail, mais non, personne ne veut travailler pour le plaisir. La mise en équation, mais où est mon libre arbitre? Toi, il y a trois. Et j'ai dit, mais tout ça, ça tient pas la route, quoi. Donc je pose vraiment la question, comment des mecs intellectuels comme ça, eux-mêmes, ne peuvent pas se rendre compte de choses aussi évidentes? Intellectuel, je sais pas. Oui, mais En tout cas, il écrit. Après, je ne peux pas juger. Donc après, bien entendu, il nous parle. Alors, je vous remets le texte. Credo néolibéral. Alors, je sais pas. À un moment donné, on est libertarien, néolibéral. Ah, ça mélange tout. Alors moi, je ne sais toujours pas pareillement. Éclairez-moi, je vous en prie. Mais néolibéral, je ne sais toujours pas ce que c'est réellement, néolibéral. non, bien sûr. Euh, Chez la... Et puis en plus, non seulement c'est pas ce que c'est, mais il imagine que le néolibéral peut être libertarien ou vice-versa. C'est-à-dire qu'il fait non seulement un fatras avec ce mot-là, mais il assimile les libertariens aux néolibéraux. Ce qui n'a pourtant euh, culture de sujet niveau moins l'infini, quoi. Alors après, il y avait ce passage-là, cette idéologie d'esprit libertarien, alors je vous passe sur l'idéologie parce que c'est un peu n'importe quoi, il la répète, qui a essaimé de par le monde. Ouais. Alors nous en serions ravis, nous serions un peu plus nombreux sur la chaîne. C'est clair. Présume que toute évolution majeure, au fond, ne dépend que de la vision pénétrante de quelques individus mus par leurs propres intérêts et dont nous tous, nous finirions par bénéficier. Mais alors, à la fois, il a raison et il a tort là-dessus. Parce que, effectivement, l'idéologie libertarienne dit effectivement bien que nous finirons tous par bénéficier. Laisse-moi l'image là. Ah pardon, excuse-moi. Désolé. Nous finirons tous par bénéficier effectivement de la vision pénétrante d'individus, pas juste quelques individus, mus par leurs propres intérêts. Ça, c'est parfaitement vrai. Là où ils se plantent complètement, c'est quelques individus et une évolution majeure menée par quelques-uns. C'est-à-dire que pour lui, il revient sur ce truc-là. Elon Musk serait un homme providentiel, pour dire comme le GIEC,
Et nous serons tous la langue pendante derrière un Elon Musk en essayant avec notre sébille de parier que c'est lui qui va nous apporter le truc. Mais ça, c'est faux. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on va tous, nous, se bouger les fesses pour tous devenir des Elon Musk à notre petit niveau, pour qu'au bout du compte, tout le monde en profite. Ça, c'est vrai. Ou en tout cas, on va tout faire pour faire quelque chose qui nous contente à nous. Oui, c'est vrai. Déjà. Oui, c'est très vrai. Mais la dimension synergique et la dimension positive de la synergie fait également partie de la vision libertarienne. Il ne faut quand même pas se voiler la face non plus. Oui. Mais après, voilà, il parle du self-made man, pardon. Soit le fait que toute success story, à même de modifier le cours de nos vies, ne tient qu'à l'énergie d'un seul homme, comme touché par la grâce. Donc ça, c'est un élément très littéraire qui l'intègre, en fait, mais qui n'a juste pas de sens. On ne parle pas de grâce, on ne parle pas de tout ça. On parle de responsabilité, d'échange entre les individus. Oui, puis on croirait entendre parler de, je sais pas, mais on est chez quoi là? Chez Mussolini. Enfin, on est dans ces trucs-là. Dès qu'on est dans l'encensement d'une personne particulière, machin, avec une aura et autres, on n'est plus du tout dans une logique décentralisée, hyper individualiste comme qui est la nôtre. Encore une fois, pourquoi on est derrière Elon Musk? Parce que c'est un entrepreneur génial. Il n'a pas que des qualités. Mais pourquoi on est derrière lui? Parce qu'il fout des pavés dans la mare. C'est un entrepreneur génial. Il est à contre-courant et politiquement incorrect. Tout ça, ce sont des valeurs libertariennes. Mais ça ne veut pas dire pour autant que nous sommes tous derrière et comme des moutons à encenser les Elon Musk de ce monde. C'est pas du tout la même chose. Après, il dit quelque chose d'intéressant, malgré tout. Ah bon? Par agrégation, seuls les entrepreneurs géniaux et pleins d'audace. Alors encore une fois, le problème d'un mec qui est plus littéraire que philosophe. Donc c'est bien écrit entre guillemets, c'est-à-dire qu'on utilise des adjectifs et tout pour faire bien, mais bon, voilà. Sont la cause des grandes avancées. En cela, il convient à tout prix de ne pas les entraver. Oui, effectivement, mais c'est pas juste il convient à tout prix de ne pas les entraver, c'est que pour les libertariens, il ne faut pas les entraver par la force, en fait. C'est aussi simple que ça. Peu importe les raisons, peu importe les conséquences, en fait. La fin ne justifie pas les moyens. On en revient toujours à ça. Plus encore, ils doivent être encouragés à donner corps à leur projet. Peut-être, peut-être pas, ça dépend. Ben non. Ne pas entraver, ça ne veut pas forcément dire... Enfin, encourager, oui. Ok, au sens de tout cœur, de féliciter, très bien, mais ça s'arrête là. Encourager, peut-être pas. Moi, il y a des projets qui m'intéressent pas du tout, ou voire même qui me semblent nocifs pour moi. Bon, ben, je vais pas les encourager. Le problème pour moi, il est juste après, c'est qu'il se sert de cette phrase pour faire une transition avec les soutiens politiques, et c'est là où le problème, par contre. C'est là où je voulais revenir après. Oui, bien sûr. Effectivement. Ce qui explique le soutien inconditionnel des responsables politiques que les responsables politiques ont depuis des années apporté à la dite innovation numérique. Alors que celle-ci ne cherche avant tout qu'à marchandiser tous les pans de nos vies et à instaurer une hyper-rationalisation de la société. Je sais même pas ce que ça veut dire, une hyper-rationalisation de la société. Bref. Alors, je ne vois pas en quoi l'innovation numérique à avoir... Enfin, je ne vois pas, je n'arrive pas à comprendre comment s'agence innovation numérique, responsable politique, Elon Musk, libertarien. Voilà, on a des pièces de puzzle qui n'arrivent pas à s'agencer. Mais je pense que rien de tout ça n'est clair dans sa tête, sincèrement. C'est un mec qui fait, quand tu vois comment il écrit, il a des vagues concepts dans sa tête, il les associe, il tente de les mélanger pour faire des trucs, et il pense qu'en mélangeant les choses, il fait des phrases. Sérieux, je suis froid quand même. Je pense vraiment que c'est comme ça qu'il fonctionne, ce mec. Depuis le début, j'en suis persuadé. Depuis le début, on voit qu'il a des choses dans sa tête et qu'il fait des mélanges de phrases et qu'il tente des phrases pour voir et que, en gros, mélanger, tu sais, en secouant les phrases, au bout du compte, il interpelle et puis il espère qu'il y a une thèse qui va en sortir. Je caricature à peine. Donc là, ouais, non, mais je suis parfaitement d'accord avec toi. C'est la première sensation que j'ai eue quand j'ai lu son texte, en fait. Pour moi, c'est ça. Hein,
Là, si tu veux, c'est le genre de mec, il a pris des mots, machin, il avait fait des phrases, et puis à bout du compte, ça avait l'air de raconter une histoire, donc il a trouvé qu'il y avait une histoire à raconter, il a publié. C'est On tout. leur rajoute un peu audace, grâce, Ouais, quelques néologismes pour faire bien, pour faire un peu le intello. machin, mais c'est de ce niveau, quoi. C'est de ce niveau. C'est exactement ça. Et par contre, là-dedans, il y a quelque chose qui me fait énormément rire. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que j'aimerais bien, je n'aimerais pas, mais ça me fait énormément rire quand je lis le soutien inconditionnel des responsables politiques. Ah bon? Ils nous soutiennent, Stéphane? Les responsables politiques? Il a rien compris. Il a strictement rien compris. Il ne sait absolument pas de quoi il parle. Je vais devoir à un moment donné couper parce que c'est moi le Pas de soir. souci. Bah, de toute façon, on en est arrivé à la fin. Juste répondre à Blackwater avec son point sur la rationalisation qui est tout à fait juste. Depuis quand la rationalisation serait un problème en fait, non seulement tu as raison, mais normalement je croyais que les philosophes ils étaient là pour ça quelque part, que la philosophie, le but de la philosophie c'était justement de rationaliser ou d'éclairer le monde quelque part au sens pas la liberté, hein, de lire, d'aider à lire le monde. Donc, oui, bon, c'est assez paradoxal comme philosophe dise que la rationalisation puisse être un problème. Non, parce que je pense que c'est quelqu'un qui a un très gros problème avec la technologie, avec l'avancée technologique, ce genre de choses, parce qu'il parle que de ça. Et c'est quelqu'un qui va opposer la technologie, la libre entreprise, la rationalisation aux émotions, aux sentiments. Voilà. Ouais. Je connais ce genre de personnage et c'est exactement ça, tu vois, il faudrait faire plus appel aux émotions, aimez-vous les uns les autres, etc. Ouais, blablabla. C'est un F, quoi. C'est un F et non pas un T, quoi. On va dire ça comme ça. Okay. Voilà. Possible. En tout cas, moi j'ai fait à peu près le tour et je te remercie encore de cette invitation et de cette émission que je trouve très sympa parce qu'en plus, la formule avec, comme ça, là, avec l'outillage, moi qui me permet de voir et tout, c'est beaucoup plus confortable, sincèrement. Ça me permet de voir le chat et d'y réagir. Donc, moi, je suis ravi de cette émission. Je sais pas comment les autres l'ont vécu. C'est très bien. J'encourage d'autres à y participer parce que c'est beaucoup plus confortable qu'avant. Et donc, j'espère qu'on aura d'autres analyses de trucs comme ça, de ce type-là. Ah bah j'espère aussi. Bah, de toute façon, dès maintenant, voilà, on va sûrement t'abandonner Stéphane. Et puis si vous voulez participer à la libre antenne, je la laisse un tout petit peu ouverte. C'est moi qui vais vous abandonner. C'est plutôt comme ça. Et oui, voilà. Mais en tout cas, moi aussi, je te remercie pour ton passage. Ça me semblait important, voilà, qu'on réponde quand même à Philoxime. Et j'espère que par lui-même aussi nous répondra ou peut-être qu'il acceptera cette invitation. Au moins, on s'est répondu à nous-mêmes, si je puis dire, quelque part. C'est toujours une bonne chose. Et je fais, pour conclure, avant de vous souhaiter bonne soirée, ceux qui ont des questions encore comme le GEG ou autre, n'hésitez pas, contactez-moi, on pourra toujours en reparler. Je dirais pas que je suis là pour ça, mais il y a un peu de ça et vous comprenez ce que je veux dire. Et en plus de ça, notre cher Stéphane est sur le Discord de Radio Libertarien. Donc oui. Voilà, sur Discord, sur Insta, sur la taverne, vous avez l'embarras du choix des endroits où poser vos questions, donc n'hésitez pas. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Merci à toi. Passe une bonne soirée. À très bientôt. À bientôt.